Quand ma grand-mère est décédée, je me rappelle de recevoir cet appel et le soir être dans mon salon, de pleurer par terre et de regarder le ciel et de me dire mais Granny, si t'es là, envoie-moi un signe, fais quelque chose quoi. Allume la télé, je sais pas, fais tomber un truc, apparaît devant moi 2 secondes histoire que je sache que tu vas bien ou je sais pas, fais-moi entendre ta voix. Je cherchais tous les signes possibles et imaginables et ce qui me perturbait, c'était de pas savoir où elle était exactement. Je me disais, ça se trouve, elle est montée tout de suite. Elle est peut-être à côté de moi, elle est peut-être complètement détachée. Ouais, quand on a perdu quelqu'un, je pense que c'est une question qu'on se pose en fait. Est-ce que quand je l'appelle, il est à côté de moi instantanément? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il écoute tout? C'est une des questions que j'ai soumises au médium du livre et ils étaient plutôt tous d'accord là-dessus. À savoir qu'une pensée les appelle, mais qui ne sont pas forcément toujours disponibles pour nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode interview, j'ai eu le plaisir de recevoir Amélie Bonneval, gérante et co-animatrice de la chaîne Rayonnance TV et également autrice de son premier ouvrage « Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies ». Ouvrage qui est une enquête croisée réalisée auprès de 6 médiums. Alors évidemment, on va largement y revenir et j'en profiterai pour creuser le sens de ce livre pour Amélie et obtenir la compréhension personnelle d'Amélie sur tous ces sujets. Un grand merci à toi Amélie pour tout ce que tu fais, pour ton soutien pour ce podcast et aussi évidemment pour la passion commune qui nous anime. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Amélie, bonjour et bienvenue pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans ce format interview et pour une très bonne raison, c'est que tu viens tout juste de sortir un livre, ton premier livre qui s'appelle « Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies ». Amélie, comment tu vas et est-ce que tu peux nous parler de tes motivations pour avoir écrit ce livre ? Tout d'abord, bonjour Xavier, merci de me recevoir sur ton excellent podcast. Bon, tu sais que je suis une fidèle auditrice. Bonjour à toutes et tous les auditeurs qui nous écoutent. Écoute, je vais très bien, voilà. À savoir qu'est-ce qui m'a motivée à écrire ce livre, c'est l'envie de partager mon expérience, le fruit de mes recherches, et puis aussi l'expérience des médiums qui m'a été donnée de côtoyer, en tout cas un panel que j'ai sélectionné. Et oui, effectivement, parce que dans ce livre, en fait, le principe du livre, c'est, sans spoiler le contenu, c'est l'interview de 6 médiums bien différents, et du coup que tu as pu connaître à travers la chaîne que tu animes, Rayonnance TV. Et l'idée pour toi, c'était de les interroger sur à la fois qui ils sont, comment ils captent, comment ils se connectent à cet invisible, et en même temps ce qu'ils en comprennent, c'est ça ? Exactement. Parce que pour moi, la médiumnité, l'intérêt aussi de la médiumnité, en dehors du fait d'être mis en relation avec nos défunts et de pouvoir continuer à communiquer avec eux, c'est aussi d'en apprendre plus sur notre condition d'être humain. Et je trouve qu'à travers leur parcours, leur compréhension, leurs expériences qu'ils ont vécues, comment ils vivent leur médiumnité, et aussi les messages qu'ils ont pu recevoir, ça nous aide nous aussi à mieux cheminer dans notre vie d'être humain incarné. Et dans ce livre, donc, tu as interviewé 6 médiums. Est-ce que tu peux me dire comment, parce que j'imagine que tu en connais un paquet de médiums, comment tu s'est porté le choix sur ces 6 médiums en particulier ? Ce sont 6 médiums qui m'ont particulièrement touchée sur plusieurs aspects. Déjà au niveau de leur capacité, que j'ai pu, en tout cas personnellement, par rapport à mes propres filtres, vérifier et approuver. Et puis, c'est aussi leur force d'accompagnement auprès des personnes qui les consultent, leur bienveillance, leur humanité, leur ouverture d'esprit et leur envie de partager qui m'a motivée à les choisir. Et donc, forcément, tu as été amené à faire des contacts défunts avec ces 6 médiums. Est-ce que tu peux nous dire s'ils étaient tous différents, ces contacts, et en quoi ils étaient différents ? Alors oui, ils ont tous été différents puisque chaque médium est différent et canalise d'une manière qui lui est propre. Par exemple, si je prends le cas d'Alexandra Gabriel, elle entend vraiment clairement dans son oreille, en clairaudience pure, entre guillemets, ce qui fait que le message est reporté presque du tac au tac, sans filtre, sans besoin d'interprétation. Donc il y a une forme de fluidité.
Et puis après, il y a d'autres médiums, alors qui captent pas moins bien qu'Alexandra, c'est juste une manière différente de capter l'information. Par exemple, tu as Caroline Schneider qui, elle, va recevoir comme une énergie qu'elle va ensuite transmettre en mots. Donc, ça va lui demander encore une autre manière de transmettre l'information. Et puis, tu n'as pas forcément les mêmes détails qui ressortent selon les médiums. Parfois, on va être dans quelque chose qui est très en rapport avec la vie du défunt, du temps où il était incarné, avec des détails très précis, des détails de reconnaissance extrêmement précis. Et puis parfois, comme dans le cas de Sylvain Bélanger, même si on a des détails de reconnaissance, ça va être quelque chose qui va être, comment te dire, plus dans une forme d'accompagnement sur ton chemin, avec des informations qui tendent à t'améliorer, à corriger certains comportements. Voilà, on est plus dans de l'accompagnement. C'est vraiment très différent d'un médium à l'autre. Et ça, faut bien le comprendre aussi quand on consulte un médium. On peut pas obtenir la même chose à chaque consultation, parfois même avec le même médium d'ailleurs. C'est à chaque fois une nouvelle aventure. On sait jamais à quoi s'attendre. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui fait que c'est si différent effectivement d'un médium à l'autre? Est-ce que c'est une question de filtre, tu vois, du médium, de sa personnalité, ses croyances, son éducation, etc. Ou est-ce que c'est plutôt une question de fréquence vibratoire, tu vois, de fréquence à laquelle je peux me connecter en tant que médium? Ah bah ça, c'est une des grandes questions du moment me concernant. Je suis en train de creuser ça aussi. En tout cas, d'essayer de trouver des réponses à ça, mais ça m'interroge beaucoup, oui. Oui, il y en a plusieurs ces derniers temps. D'ailleurs, c'était un questionnement que je leur soumettais, qui m'ont dit que c'était comme une antenne de radio, si tu veux, avec des fréquences. Et qu'il y en a qui étaient capables de se connecter à Chéri FM et d'autres à Énergie. Et que, voilà, c'était tout un... Comment te dire, il y a plusieurs fréquences de radio. Il y en a qui peuvent se connecter à quelques radios, d'autres à toutes. Enfin, voilà, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, un sujet qui m'intéresse énormément. À savoir aussi, est-ce que nos défunts ont plusieurs niveaux de conscience simultanément, ou est-ce que ils ont des paliers qui traversent, tu vois, de manière un peu linéaire. Ouais, l'enquête reste à mener. Et en ce qui concerne les filtres de chaque médium, à ton avis et selon ton expérience, quelle est la part de filtre d'un médium dans un contact défunt ou dans une guidance, tu vois? Jusqu'à quel point sa personnalité, qui il est ou qui elle est, influe sur le message donné? Bah, c'est plus ou moins la question que je leur avais posée. C'est une des questions du livre d'ailleurs, à savoir est-ce qu'ils se transmettaient tout, est-ce que le filtre de leur humanité leur empêchait parfois de transmettre certains messages. Et c'est très différent d'un médium à un autre. Ça vient aussi toucher à leur histoire de vie. C'est sûr que si un médium a perdu un enfant, par exemple, donc je vais prendre un cas vraiment très dur, très complexe, humainement à dépasser, à gérer en tous les cas, il aura, je pense forcément, quelque chose qui viendra le toucher, qui fera que peut-être sa guidance sera plus imprégnée de sa propre humanité, de sa propre expérience. Là, je te prends le cas extrême, mais c'est pareil pour toutes les expériences de vie. Quand on a traversé quelque chose, je pense qu'on a une autre compréhension, un autre accompagnement, puisqu'on l'a soi-même éprouvé. Donc, on comprend tout à fait la situation. Ouais, c'est le cas notamment, je crois, si je dis pas de bêtises, de Joël Pfeiffer, non? Exactement, qui elle est très émue quand elle reçoit des photos d'enfants décédés. Est-ce que toi, avec tous les contacts que tu as pu faire, il y a encore cette magie qui entoure le contact défunt? Ou est-ce que finalement, bah, toi, c'est un exercice comme un autre finalement maintenant? Oui, elle y est, elle y est dans certaines phases, en tout cas celles qui vont jusqu'au bout, celles qui donnent lieu à une interview, évidemment, qu'elle y est. Après, il y a le filtre, évidemment, de cette envie enfin, ce rôle un peu professionnel, quoi, si tu veux, cette autre posture qui est pas celle du consultant. Mais forcément, il y a des messages qui passent, parfois des messages d'encouragement, des messages de mes proches qui viennent me toucher en plein cœur. Donc forcément, puis quand tu as des détails, quand tu as quelque chose qui vient te percuter, forcément, ça réveille la magie en toi. Tu te dis, mais oui, mais en fait, à chaque fois, je me dis, mais ça existe vraiment. Tu vois, c'est bête quelque part, parce que bon, avec ce qu'on fait tous les deux, j'ai envie de te dire évidemment qu'on travaille pour ça. C'est un peu ce pourquoi on se lève le matin tous les jours, mais ça vient à chaque fois me percuter, quoi. Oui, ça existe vraiment. Et ça, c'est magique.
Ouais, mais je pense que ce doute, c'est pas un doute, mais c'est cette remise un peu en question, elle est presque saine sur ce chemin-là, parce que tu l'as dit, et c'est exactement ce que je ressens moi avant chaque séance, je me dis, mais est-ce que tout ça, ça c'est vrai? Mais en fait, oui, j'en doute pas. Il y a une grande partie de moi qui en doute pas, mais cette remise en question, je pense qu'elle est aussi nécessaire pour garder cette éthique de travail, cet émerveillement, et puis le transmettre aux personnes autour de nous, quoi. Exactement. Ce livre, du coup, que j'ai lu très rapidement parce qu'il m'a passionné, euh, personnellement, c'est un livre que j'aurais aimé trouver sur mon chemin il y a quelques années, quand je me suis éveillé et que je me suis posé toutes ces questions par rapport au médium. Donc c'est une manière pour moi de dire aux auditeurs que si vous êtes dans cette quête de compréhension de ce que c'est qu'un médium, de comment ça fonctionne, ben voilà, c'est probablement un livre qui va beaucoup vous intéresser. Et du coup, j'aimerais bien, moi, te poser certaines des questions que toi-même tu poses au médium que tu as interrogé dans ce livre, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir ton angle de vue sur ces sujets qui sont tous passionnants, en tout cas qui, moi, me passionnent. Donc, si tu acceptes de te prêter au jeu. Allons-y, d'accord. Alors, première question, est-ce qu'on est tous médiums selon toi? Alors pour moi, non, on n'est pas tous médiums, ou en tout cas, on n'est pas tous voués à devenir médium accompagnant, à recevoir des consultants, à accompagner les gens. Je pense que c'est réservé, pas une caste, il n'y a pas d'élite là-dedans, mais disons que c'est moins évident qu'on pourrait le croire, et c'est pas forcément un exercice qui est agréable. C'est des remises en question permanentes. On se retrouve aussi parfois face à des personnes qui vont pas très bien. Il faut savoir pouvoir les accompagner. On le disait avant de se connecter tous les deux, hein, c'est une remise en doute aussi parfois de ses propres capacités, de la manière dont on a géré la séance. Donc je pense que non, et puis tout le monde ne canalise pas de la même manière qu'un médium, c'est-à-dire vraiment avec des informations qui arrivent, qui sont assez claires, avec l'idée de transmission du message à un tiers. Par contre, et ça dépend de la vision qu'on a du mot médiumnité, la mienne est très cadrée, on va dire. Mais je pense que à différents niveaux, on peut recevoir des messages, on peut faire des rêves prémonitoires, on peut capter des défunts, on peut vivre des vécus subjectifs, hein, avec certains moments de notre vie. Pour moi, ça reste des expériences de médiumnité fulgurantes, comme les appelle Alexandra. Par contre, c'est pas de la médiumnité dans le sens où on est complètement médium. Enfin, j'espère m'être bien exprimée. Oui, ce que je pense que tu dis, c'est que quelque part, on a tous cette possibilité de se connecter à cet invisible, parce que c'est finalement qui on est vraiment. C'est juste un voile qui est posé dessus. Par contre, c'est pas tous sur notre chemin que d'être capable de se connecter de manière assez fluide et d'être capable d'accompagner des gens, notamment dans le fait de capter des défunts et de transmettre des messages. Exactement, tout à fait. Maintenant, je vais te prendre le cas d'un magnétiseur. Je pense qu'évidemment, il est aidé par les mondes subtils pour pouvoir magnétiser. Certains pourraient dire qu'il est médium. Après, c'est pas dans ma conception à moi personnelle, hein, puisque je pense qu'il faut aussi un petit peu remettre l'église au centre du village, parce que ces derniers temps, on s'est beaucoup perdu. Le mot médium, il pleut d'un peu partout, il pullule. Et puis, c'est pas forcément des personnes qui sont médiums dans beaucoup de cas, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc on dénature un petit peu le mot médium. Je pense qu'on doit lui redonner ses lettres de noblesse, remettre les choses dans la fonction, reconnaître ce qu'est un médium finalement aussi, appeler un chat. Je pense que c'est important dans la période aussi qu'on traverse actuellement, si tu veux, où c'est un petit peu un méli-mélo, un petit fourre-tout. Quand tu vas consulter une voyante, tu t'attends à certaines choses que tu t'attendrais peut-être pas d'un médium. C'est pour ça que c'est important aussi d'utiliser les bons mots, même pour le consultant, pour savoir à qui il s'adresse. Et ce qu'il peut trouver et chercher en allant consulter ce professionnel-là. Exactement. Et ça rejoint ce que je dis souvent aux personnes avant d'aller consulter quel que soit le thérapeute, d'ailleurs, que ce soit un médium, un magnétiseur ou un voyant, par exemple. Prenez le temps
d'aller regarder ce qu'il fait, comment il se présente, si éventuellement il se présente en vidéo, de ressentir l'énergie qui se dégage pour savoir si vous êtes en phase, quoi, tout simplement. Si ça va le faire d'un point de vue de compatibilité, parce que il y a peut-être aussi des médiums qui sont très bons et pour autant, le fit il va pas se faire, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Et puis, chaque médium a sa manière de transmettre l'information. Il y en a qui peuvent être très brutes, hein. Ça plaira à certains, ça pourra en déstabiliser d'autres. Donc, tu as raison, c'est important aussi de jauger un petit peu la personnalité, de savoir comment ça se passe. Évidemment, on a tous des choses qu'on pourrait accepter à des moments aussi, à des phases de notre vie où on est peut-être un peu plus fragile ou un peu plus fort. Toi, du coup, cette médiumnité-là, pour toi, c'est une sorte de privilège ou pas? Non, pas nécessairement, ça fait partie des choses de la vie. Je pense pas que ce soit un privilège, c'est une forme de mission. Oui. Mais on en a tous une. On en a peut-être même plusieurs. Et je crois pas qu'il y ait des échelons à faire entre, tu vois, le Graal de la médiumnité et puis des capacités qui seraient jugées comme moindres. La capacité de guérir, on en parlait, les magnétiseurs, c'est extraordinaire. Être un bon ami, être une bonne épaule, c'est aussi une belle capacité. Il y en a plein comme ça. Savoir très bien jouer d'un instrument, régaler les gens, tu vois, par des belles compositions, savoir chanter. Tout ça, pour moi, ça reste aussi des capacités qui sont aussi brillantes que celles d'être médium, mais qui sont peut-être moins recherchées. Très intéressant. Est-ce qu'un médium doit tout dire à ses consultants? Alors là, moi, je pourrais pas te donner un avis tranché de mon point de vue à moi, tout simplement parce que comme je sais pas ce que ça fait que de recevoir une information et de devoir se poser ce genre de questions, je pourrais pas te répondre par oui ou par non. Si moi-même je devais canaliser, admettons, peut-être que je me dirais je fais confiance à mes guides, je fais confiance aux défunts. Si le message est transmis, c'est que la personne doit l'entendre, c'est important. Ou peut-être que je me dirais non, c'est peut-être un peu complexe. Je sais pas si dans l'état psychologique que je jauge de la personne, elle est apte à entendre ça. Est-ce que ça la déséquilibrera pas plus? Je sais pas du tout comment je réagirais. Je pourrais pas te dire. Mais ouais, d'ailleurs c'est drôle parce que cette question que tu poses donc aux 6 médiums, il y en a pas un qui a la même réponse, quoi. Pas du tout. Je pense que ça va aussi avec leur personnalité et leur vécu, encore une fois. Est-ce que tu penses que ces capacités de médium, elles puissent être retirées à ceux qui en font pas un bon usage? Je pense qu'elles peuvent être mises en sommeil. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je te dis ça. Je l'ai déjà constaté. Donc oui, je pense qu'elles peuvent être mises en sommeil. Par contre, retirées, non, je pense pas. Après, pareil, je pourrais pas te répondre un oui ou un non bien net, mais je pense pas qu'on puisse te retirer l'essence un petit peu de ton être. Par contre, je pense que on peut te demander de travailler sur certaines choses qui font qu'à un moment, on te coupe ça, ou en tout cas, on peut te le mettre en sommeil de manière provisoire pour que tu passes des caps, des paliers, que tu réalises certaines choses, que tu corriges certains comportements, c'est possible, oui. Je pense qu'il y a des médiums qui peuvent basculer dans autre chose, qui peuvent aussi, à certains moments, prendre la grosse tête, hein, ça peut arriver. Et puis on les recadre un peu. Je pense que le ciel les recadre un peu en leur disant bon, écoute, tu seras pas un bon accompagnant tant que tu n'auras pas compris ça, que tu seras pas passé au-dessus de ça. Donc on va te couper la chic quelque temps. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec cette idée-là parce que je me dis quelque part, si t'étais prévu, que peut-être il y ait un moment où tu t'en serves pas, mais que tu t'en serves mal de cette capacité, mais que c'est le jeu quelque part aussi, et que les personnes qui vont te voir à ce moment-là, peut-être que elles vont pas forcément avoir quelque chose de positif, mais que c'est aussi positif d'une autre manière pour elles. Donc j'ai du mal aussi à penser que il y a tu vois, une super énergie qui te dirait bon non, t'as pas fait des choses bien là, allez hop, je te punis, tu vas au coin 5 minutes et je t'enlève tes capacités. T'as raison de préciser ça, ça peut être, je pense, multifactoriel en effet. Ça peut être aussi à des moments où t'as besoin d'aller travailler autre chose, où t'as besoin de peut-être te réancrer dans ton humanité, de traverser une problématique personnelle ou de vivre un événement. T'as raison. Après, ça repose la question, la fameuse question du libre arbitre, Xavier, qui ferait que cette interview pourrait durer 20 heures, au moins.
Ouais, on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'effectivement, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Euh, Il y a ceux qui pensent que c'est vraiment génial d'être médium et je pense que quand on commence à s'ouvrir à ce monde invisible, c'est un peu la première idée qu'on a. Toi, avec ton expérience, c'est quelque chose que tu as envie ou pas? C'est quelque chose que j'enviais beaucoup au tout début, même avant de venir sur Rayonnance TV et même au moment de mes premiers pas sur Rayonnance. C'était une faculté que j'aurais adoré avoir. Je pense que je me suis un peu méprise sur l'envers du décor, hein, sur ce que ça impliquait. Je me disais, et j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours que, par exemple, c'est pas forcément parce qu'on est médium qu'on peut capter nos propres défunts. Et je pense qu'au moment où on a envie que ça s'ouvre, ce que beaucoup appellent le troisième œil, on s'imagine qu'on pourrait capter nos défunts, qu'on pourrait avoir des réponses à tout, que ça serait plus facile d'avancer dans la vie, que si on avait une rencontre, par exemple, on saurait tout de suite si la personne a de bonnes ou de mauvaises intentions envers nous, qu'on aurait une vue claire sur l'avenir. Et c'est pas le cas, en fait. Voilà, donc ça m'a pas désenchantée, pas du tout. Je trouve ça toujours aussi fabuleux, ces facultés-là. Mais ça les a remises dans une forme de réalité du terrain. Tu vois? Je suis toujours autant fascinée, mais je suis plus dans l'envie de la développer. D'ailleurs, je te dirais même que c'est une chance pour moi de ne pas être médium dans le cadre de mon travail. C'est hyper important que je le sois pas. Puisque j'aurais plus ce recul sur ces capacités-là. Je pense que c'est mon propre filtre, en fait, qui viendrait se greffer par-dessus. Ma propre manière de canaliser, de recevoir l'information, donc heureusement. Ouais, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi je remarque avec tous les médiums que je côtoie, il y a souvent des parcours qui sont assez costauds, quoi. Et rien que pour ça, tu te dis, oh, je suis pas mal à ma place, quoi. Alors, moi, j'étais partie du principe, puisque j'ai fait mon petit camembert personnel, hein, tu sais, des médiums et de ce que je pouvais entendre par rapport à ça. Et 99% des médiums, disons, m'ont dit oui, j'ai vécu tel événement traumatique, mais pas un petit événement, hein, des trucs chauds, comme on dit, vraiment très difficiles, la grosse épreuve, quoi, le truc qui vient te réveiller, te mettre une claque enfin te réveiller. Une épreuve qui est comment te dire, qui peut déclencher la capacité, en tout cas la mettre au grand jour, on va dire ça plutôt comme ça. Et encore une fois, alors là, on est dans est-ce que c'était prévu sur ton chemin, qu'il t'arrive ça pour que ça se déclenche, ou est-ce que c'est cet événement qui est venu pour déclencher le truc parce qu'il fallait qu'à un moment ça arrive et puis voilà. Sauf que j'ai soumis cette question à Alexandra Gabriel qui m'a répondu que ça peut aussi se déclencher dans un grand moment de liesse et que finalement c'est pas tant la dureté de l'événement que l'intensité de l'événement. Donc tu vois, ça m'a encore donné à réfléchir. Je me dis, si elle a vécu ça, c'est que forcément, ça pousse à l'interrogation, à se demander est-ce qu'on est obligé de vivre un événement traumatique et dur pour que ça se déclenche. Et puis tu as aussi les enfants médiums. Les personnes qui sont nées avec ces capacités-là, qui voient depuis tout petit et qui n'ont pas forcément vécu d'événements traumatiques. Ouais, même si on peut imaginer que vivre une médiumnité dès le plus jeune âge, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et puis, il y a forcément un sujet de place, parce que forcément, on est différent des petits copains, quoi. C'est sûr. Ça sera plus sur la longueur, hein, avec le regard des autres, une famille qui est pas toujours, heureusement, il y en a qui ont des parents qui sont ouverts à ça et qui les accompagnent, mais il y en a qu'on a aussi traité de menteurs, d'affabulateurs. Voilà, t'as fait un cauchemar, rendors-toi, c'est rien. Donc, t'as raison, c'est peut-être plus distillé, du coup, qu'un événement net et précis. Quel est, selon toi, le pouvoir d'action des défunts dans notre vie? Je travaille encore là-dessus. J'ai pas toutes les réponses. Je les aurai jamais, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Hein. C'est la recherche qui est intéressante là-dedans. Au vu des témoignages que j'ai pu récolter et d'après moi, ma propre compréhension des choses, en tout cas moi ce que je ressens, je pense qu'ils peuvent être un soutien émotionnel. Je pense que quand on demande leur aide, ils peuvent un peu influer sur notre état d'esprit à ce moment-là pour nous aider à mieux le traverser. Ils peuvent nous apporter des signes sur notre chemin qui vont nous faire dire « Ah, je suis pas tout seul, ils sont bien là à côté de moi ». Ils peuvent venir nous aider en rêve aussi. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience. Le fait de les voir, on se réveille, on est boosté. Moi, j'ai l'impression que leur aide, elle est justement dans cette espèce de coup de boost, en fait, qu'ils peuvent nous apporter pour nous dire hey,
t'inquiète pas, t'es pas tout seul, on est toujours là, on est à côté de toi, on te regarde et tout ira bien. Est-ce que selon toi, un défunt, il a la connaissance de ce qui va se passer dans notre vie, dans notre futur incarné? Alors de ce que j'en ai compris, je sais pas s'ils ont la claire connaissance de tout, s'ils arrivent à avoir tout le fil de notre vie comme ça qui se déroule. Alors encore une fois, ça remet aussi cette fameuse question du libre arbitre. Est-ce que ils savent déjà comment est-ce que ça va se terminer, ou est-ce qu'il y a des moments où ils disent ah, ça dépend de comment elle va réagir à tel et tel événement. Je pense qu'ils savent certaines choses et qu'ils ont pas la connaissance de tout non plus, parce que ça impliquerait que on peut pas faire des choix déterminants. Et on revient à la question du libre arbitre. Toujours. C'est toujours celle-là, elle est centrale, évidemment. C'est vrai que moi, de mon expérience, j'ai pu constater que ça dépendait aussi beaucoup de leur évolution, leur plan d'évolution. J'ai la sensation que plus ils ont cheminé de leur côté, plus quelque part ils ont une compréhension, disons globale, un regard avec de la hauteur, du recul sur ce qui se joue pour nous, sans pour autant, et tu l'as dit, connaître le détail, parce que quelque part, ce détail il s'écrit en même temps. Mais j'ai la sensation que certains défunts qui eux-mêmes, même s'ils sont partis depuis très longtemps, sont restés dans des plans plutôt moins élevés, plutôt plus proches de la Terre. Ceux-là, ils n'ont pas connaissance, et puis en plus, ils n'ont pas forcément l'intérêt. Et ceux qui sont un peu plus élevés, qui ont un peu plus cheminé, eux, ils ont une compréhension peut-être un peu plus, tu vois, un peu plus poussée. C'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, ça donne à réfléchir. Voilà, un autre sujet de conférence. Au-delà de l'amour qu'ils nous portent, quel est l'intérêt pour nos défunts de nous contacter? Je pense qu'il y a une aide mutuelle des deux côtés, qu'on les aide à évoluer et qui nous aide à évoluer également. Je pense que c'est pas juste bon, je suis dans l'au-delà, ok, je me suis détachée de ma condition d'humain, j'ai plus rien à faire, si ce n'est que de vous regarder et puis d'attendre ma prochaine incarnation. Je pense que eux aussi ils évoluent et que du coup la manière dont nous on évolue, la manière dont aussi on peut leur pardonner de leur action sur Terre, dont on peut penser à eux, je pense que ça les aide aussi à évoluer de l'autre côté. Et je pense qu'il y a des problématiques qu'on peut régler dans nos vies qui viennent faire écho à celles qu'ils ont traversées de leur vivant, et que du coup c'est comme si on se tapait dans la main, quoi. Selon toi, c'est entre guillemets douloureux ou pénible à vivre pour un défunt quand plus personne ne pense à lui? Tu sais, j'adore le film Coco, je sais pas si tu l'as déjà vu. Je trouve fabuleux ce film, hein. Il me met les larmes aux yeux à chaque fois. Et dans ce film, il est très bien expliqué que finalement, ce petit garçon, on lui dit que le jour où il arrêtera de penser à sa grand-mère, c'est comme si elle avait totalement disparu, c'est le jour où elle n'existera plus. Que le souvenir qu'on a de nos défunts, la manière dont on pense à eux, elle est très importante dans le lien qu'on a avec eux. Moi, j'aime bien cette idée-là. Pas qu'ils disparaissent parce qu'on pense plus à eux, mais qu'il y a une énergie particulière en fait dans le souvenir et dans le fait d'en parler. Oui, c'est vrai. De la même manière, il y a certains médiums qui disent que avant de se réincarner, généralement, un défunt attend que toutes les personnes qu'il a côtoyées sur Terre de son vivant soient remontées. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors j'ai plusieurs avis divergents là-dessus, c'est une question aussi que j'ai soumise à plusieurs médiums. Il y en a qui te disent qu'il y a comme une empreinte qui reste dans l'au-delà et qui est consultable quand un médium peut se connecter. Ce qui fait que tu auras des détails sur la vie de cette personne-là, mais pas forcément une communication qui s'établira. Il y en a qui te diront le lien est coupé puisque la personne s'est réincarnée, et d'autres qui te diront de toute façon le temps n'est pas linéaire, donc il est à la fois réincarné, il est à la fois là-haut. C'est très complexe. Ouais, là aussi c'est une question sur laquelle j'ai pas forcément d'idées vraiment très avancées, en tout cas pas d'expérience qui me permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Ça voudrait dire que si on est à la fois aussi ici et là-haut, peu importe si on est réincarné ou pas, il y a toujours un petit peu de nous quelque part. Donc, c'est un peu vertigineux comme réflexion. Quel regard posent nos défunts sur notre existence?
selon moi, nous comprennent puisqu'ils ont déjà traversé ces états-là en étant eux-mêmes humains. Je pense que notre difficulté d'incarner, ils la comprennent. Ils ont une grande indulgence vis-à-vis de nous et que du coup, ils ont un accompagnement qui est plus proche de notre condition. Est-ce que ça veut dire que selon toi, il y a plus d'empathie de leur part que d'énergie plus évoluée, type guide, qui serait pas forcément incarnée? Peut-être, oui. Ouais, c'est quelque chose... je me suis beaucoup posé cette question. Et tout à l'heure, tu parlais de paliers et de niveaux. Et je te partageais justement une expérience que je suis en train de vivre en ce moment. Où plus le temps passe, plus ma grand-mère a des messages de plus haute portée, entre guillemets, et j'ai l'impression qu'elle est moins proche du rôle petite fille grand-mère comme au début des canalisations que je pouvais avoir avec elle, et qu'aujourd'hui c'est pris avec un peu plus de hauteur, qu'elle se détache de ce rôle-là, et qu'elle est plus dans l'accompagnement professionnel, tu vois, vis-à-vis de ce que je fais, à me dire voilà, tu vois, là, à me donner des conseils, même sur ma vie, en règle générale, des choses que je peux traverser. J'ai l'impression qu'il y a une forme de hauteur et de détachement qui est un peu complexe à gérer parce que c'est comme un double deuil en fait. T'as à la fois le décès physique de ton proche. Ensuite, t'as ces canalisations qui te font dire bon, il est toujours là. Puis j'ai des signes de reconnaissance hyper précis. Donc voilà. Et puis ensuite, t'as cette phase de détachement qui peut être un peu dure à gérer parce que il faut accepter que ton défunt, il a reconnecté à quelque part des plans qui font que ça va peut-être être moins dans le... Après encore, il y aurait tellement de choses à dire là-dedans. Est-ce que chaque médium ne canalise pas un plan bien particulier? Donc tu peux retrouver ça avec certains médiums et pas avec d'autres. C'est très très complexe comme question, mais je pense que ça dépend de ces niveaux-là et ça dépend aussi de tellement de paramètres en réalité. Moi, je veux bien croire qu'ils sont un peu détachés des émotions telles qu'on peut le vivre sur Terre, le temps passant. Si tu veux, qu'ils arrivent à être plus philosophes, entre guillemets. Voilà. Mais ouais, c'est encore une fois, c'est abyssal comme questionnement. Oui, puis ça remet aussi au centre de la question la notion du temps, de l'espace-temps, puisque on a toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Alors qu'en fait, on voit bien, on le constate, en temps terrestre, en tout cas de notre côté, que enfin, au fil des années, il y a une vraie évolution de leur côté, quoi. Exactement, mais on n'aura jamais la réponse précise. Je pense qu'on peut aller creuser, chercher des pistes, faire des rapprochements, regarder ce qui nous parle, expérimenter aussi, mais on n'aura jamais la vérité. C'est pour ça que c'est très complexe, c'est des remises en question permanentes quand on commence à s'intéresser à tout ça. Donc c'est difficile de dire oui, ça j'en suis sûre, ça c'est certain. Je pense que ça passe par nos propres compréhensions. C'est très très personnel. Est-ce que ça veut dire que toi, au fil du temps et des contacts, tes certitudes s'effondrent de temps en temps pour reconstruire d'autres idées, d'autres croyances qui, à nouveau, vont s'effondrer et pour reconstruire autre chose? Ah, mais ils adorent faire ça. Ils adorent me bousculer tout le temps, tout le temps. Au moment où je me dis ah tiens ça y est, je tiens le truc, je pense que ça se passe comme ça, et bah paf, on met un petit coup de pied aux fesses, on fait bah non Amélie, en fait il y a une autre piste. Et l'écriture de ce livre d'ailleurs, ça n'a été que ça. Il y a des moments où j'étais sur certaines questions, je me suis dit bon, je pense qu'ils vont à peu près tous me répondre la même chose, et ben pas du tout. C'est tes certitudes sont en permanence bousculées, on t'ouvre d'autres pistes de réflexion, et c'est finalement ce chemin-là qui est intéressant. C'est ça t'aide dans ta propre évolution personnelle. Et puis plus le temps passe, plus tu te dis mais en fait ce que je sais c'est que je ne sais rien. C'est une phrase très connue, mais c'est vrai, c'est vrai. Plus le temps passe, plus tu te dis en fait je sais rien. Mais il y a des choses intéressantes, il y a des points communs, il y a des regroupements qu'on peut faire, oui. Il y a des pistes qui sont vraiment très intéressantes à suivre. Là aussi, c'est encore une autre forme de deuil, c'est faire le deuil de cette possibilité de compréhension du fonctionnement de l'invisible, parce que plus on se renseigne, plus on expérimente, plus on a l'impression de savoir des choses, plus on se rend compte qu'on ne sait rien et qu'on n'a pas la possibilité de savoir vraiment, et que, enfin, ça vraiment, ça pousse à l'humilité totale, quoi. Exactement. Et puis tu passes des paliers aussi, des niveaux. Alors sans aller, tu sais, de l'échelle de 1 à 10,
dans le mieux et le moins bien, dans l'évoluer et dans le moins évolué, c'est pas ça, mais tu passes comme des niveaux dans ta propre compréhension des choses, dans ta manière de t'ouvrir en fait, d'accepter que ce que tu avais tenu pour acquis, bah c'est peut-être pas ça exactement, et que ça te demande de retravailler même sur toi, sur ta propre vision du monde, des choses. C'est un travail permanent, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Il y a une autre question qui, moi, m'a toujours intrigué, c'est à quel point nos défunts, finalement, ils ont la capacité d'être avec nous, tu vois, quotidiennement, de capter nos pensées, d'être vraiment là, même si on les voit pas, ou finalement, bon, ok, ils ont autre chose à faire, et puis ils sont là, mais vraiment, ils passent en coup de vent et ils passent à autre chose, quoi. Quand ma grand-mère est décédée, je me rappelle de recevoir cet appel et le soir être dans mon salon, de pleurer par terre et de regarder le ciel et de me dire mais Granny, si t'es là, envoie-moi un signe, fais quelque chose quoi. Allume la télé, je sais pas, fais tomber un truc, apparaît devant moi 2 secondes histoire que je sache que tu vas bien, ou je sais pas, fais-moi entendre ta voix. Je cherchais tous les signes possibles et imaginables, et ce qui me perturbait, c'était de pas savoir où elle était exactement. Je me disais, ça se trouve, elle est montée, entre guillemets, quand je mets le mot montée, mais tout de suite. Elle est peut-être à côté de moi, elle est peut-être complètement détachée. Ouais, quand on a perdu quelqu'un, je pense que c'est une question qu'on se pose, en fait. Est-ce que quand je l'appelle, il est à côté de moi instantanément? Est-ce qu'il vient? Est-ce que il écoute tout? Ouais, je pense que c'est une question qu'on se pose. Après, les avis sont, bah, bizarrement sur cette question, non, ils étaient assez, en tout cas, c'est une des questions que j'ai soumises au médium du livre, et ils étaient plutôt tous d'accord là-dessus, à savoir qu'une pensée les appelle, ouais, mais qui sont pas forcément toujours disponibles pour nous. D'accord, donc ça voudrait dire que énergétiquement, la pensée, c'est une information qu'ils captent et qui font que, voilà, hop, ça, c'est comme un coup de téléphone, quoi. Ça vient et ils sont là. Euh, est-ce que selon toi, c'est la même chose quand on est incarné? Imaginons, je pense à quelqu'un, euh, elle reçoit quelque chose, une notification de ma part, consciemment ou inconsciemment. Bah, je pense que c'est un peu le processus qui est en jeu quand tu penses à quelqu'un qui t'appelle. Je pense que on peut contacter toutes les âmes, parce qu'on reste nous-mêmes une âme incarnée sur Terre actuellement, mais l'essence de notre être, c'est notre âme. Donc je pense que ça aussi, on peut le capter tout à fait. Il y a des expériences d'ailleurs qui ont été menées en ce sens. Donc oui, oui, oui. Il m'a été donné d'ailleurs de faire une fois un rêve qui était très particulier sur une personne de mon entourage avec qui ça se passait pas forcément très bien. Et de la voir me dire dans ce rêve, et excuse-moi, pardon pour la manière dont ça se passe actuellement, mais c'est ma personnalité, c'est pas mon âme, Amélie, à qui t'es confrontée. Et c'était très puissant. Et je me suis réveillée et je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. C'est vrai. On est une personnalité et on est une âme aussi, mais on est une personnalité incarnée. Ouais, c'est-à-dire que le rôle qu'on prend dans cette pièce de théâtre qui est l'incarnation humaine n'est pas forcément ce que nous sommes, notre essence profonde, c'est ça? Exactement. Eh bien, ça, je suis sûr que ça va parler à pas mal de monde. Ce livre, quand tu l'as terminé, est-ce que tu peux nous dire si il t'a permis de prendre conscience de choses en particulier, ou si quelque part bah, c'est juste le condensé un résumé de tout ce que tu avais pu percevoir jusqu'à présent, quoi. Bah, ce livre, il m'a fait travailler aussi moi-même sur mes croyances et ce que je tenais pour acquis. Il m'a fait cheminer, il m'a fait me poser d'autres questionnements, il a encore ouvert d'autres portes. Il a su un peu répondre aussi à certaines questions que je pouvais me poser. Ça a été très intense à plusieurs niveaux, la rédaction de ce livre. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, j'avais une idée bien précise en tête. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, il y a d'autres choses qui se sont greffées à ça. Et même dans les premiers retours que je peux avoir, j'ai des retours totalement différents. J'en ai qui me disent, par exemple, comme Anthony, bah tu vois, c'est formidable, c'est un livre que j'aurais aimé lire au moment où mes capacités se sont développées, se sont imposées à moi, parce que ça aurait été un peu comme un guide
à savoir quelles sont les erreurs dans lesquelles ne pas tomber, comment recevoir ses consultants, quels sont un petit peu les pièges et puis les moments merveilleux de ce chemin-là. Et puis tu as d'autres personnes qui vont te faire des retours totalement différents, qui vont te dire ah bah voilà, ça a répondu à des questions existentielles que je me posais, ou ça m'a fait cheminer de telle ou telle manière, ou par rapport à tel thème que tu as abordé, voilà, je l'ai vécu comme ça. Enfin, il est multipiste en fait. Dans les premiers retours que j'en ai, j'ai l'impression qu'il est un peu multipiste. C'est vrai que j'avais pas envisagé ça sous l'angle de toutes les personnes qui ressentent qu'ils sont sur ce chemin de médiumnité. Mais c'est vrai que clairement, pour le coup, pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter et qui sont sur ce chemin-là, comme Anthony le témoignait, c'est une aide précieuse parce que ça répond à plein de questions que tu peux te poser au tout début de ce chemin, quoi. Bah, j'ai même eu une personne âgée qui m'a fait un retour, donc qui est plutôt proche de la fin que du début de sa vie, et qui avait un petit peu, qui se posait beaucoup de questions par rapport à ça, et qui avait une appréhension de la mort, et qui m'a dit, écoute, de lire, ça m'a fait du bien. Ça m'apaise un petit peu quant à l'idée de passer de l'autre côté, en fait. Ça aussi, c'est un magnifique retour que j'ai eu. Ouais. Et ben, ne serait-ce que pour ça valait le coup. Complètement. Ok. Du coup, il y aura une suite ou... Bah écoute, j'ai adoré l'exercice de l'écriture, et puis au-delà de ça, j'ai adoré partager. Donc complètement, oui, bien sûr. J'aime partager le fruit de mes compréhensions et de mon cheminement. Donc pour moi, ça sonne comme une évidence, cette idée-là. Eh bien, Amélie, merci encore pour ce témoignage aujourd'hui. C'était encore une fois un grand plaisir de t'accueillir. Et puis, comme on l'a dit et comme je le redis, je conseille donc ce livre qui est sorti début avril. Donc, vous pouvez vous le procurer normalement assez facilement, et il s'appelle « Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies ». De toute façon, je mettrai tous les liens que tu me donneras dans le détail de l'épisode, que ce soit sur toutes les plateformes de podcast ou sur ma chaîne YouTube Xavier Murez, Entre deux mondes. Je te remercie Xavier pour cette invitation, et je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt.